Ethereum est en train d'accélérer, et ça se voit. Ça fait un petit moment maintenant que l'invention de Vitalik Buterin est boudée par le marché, que les débats font rage au sein de la fondation, et que globalement, beaucoup ont signé l'arrêt de mort de la deuxième crypto-monnaie du marché. Pourtant, le narratif n'est pas forcément tombé dans l'oubli. Encore aujourd'hui, Ethereum, c'est un peu l'autre pilier de l'écosystème crypto. Si Bitcoin fait office de coffre-fort numérique, Ethereum, lui, c'est une sorte de moteur. Un moteur programmable qui permet à n'importe qui de construire des applications sur sa blockchain. On l'appelle souvent l'ordinateur mondial. En tout cas, c'est ce à quoi il aspire, et c'est pas pour rien. Entre nous, ça fait un moment qu'on n'avait pas parlé d'Ethereum, et ça vous aura pas échappé, il s'est passé pas mal de choses ces derniers temps. Entre le prix qui s'envole, la tendance qui s'inverse, et l'espoir qui renaît, il y a de quoi faire. En un mois à peine, la capitalisation totale de l'Ether a augmenté de plus de 100 milliards de dollars, repassant la barre symbolique des 300 milliards de capitalisation. Récemment, Bitcoin passait devant Amazon et l'argent en termes de capitalisation justement. Pour la blockchain de Vitalik Buterin, on est plus sur Coca-Cola et Alibaba. Mais franchement, c'est pas mal du tout. Le marché a montré une grosse force ces dernières semaines, malgré tout le tumulte côté macro et le sentiment ambiant assez morose. Ethereum, qui était largement à la traîne, a redoré son blason, et si vous avez un peu d'alt dans votre portefeuille, ça doit faire du bien de voir un peu de vert. Bon, mais alors d'où vient cette explosion du cours? Qu'est-ce qui s'est passé de si important, et surtout c'est quoi la suite? Est-ce que c'est toujours si intéressant que ça d'avoir des Ethers dans son portefeuille? Bah bougez pas, c'est exactement ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Depuis quelques jours, le cours de l'ETH a littéralement explosé. Ça vous aura probablement pas échappé si vous avez ouvert votre application pour suivre les courbes. En l'espace d'une semaine, il est passé d'environ 1800 $ à plus de 2500. Le cours a enregistré une hausse de pratiquement 50% en l'espace de quelques jours à peine. En un mois, c'est encore plus spectaculaire car depuis début avril, c'est pratiquement 90% de performance depuis les plus bas vers les plus hauts. C'est une hausse qui a fait tourner pas mal de têtes, surtout après un début d'année assez difficile. Depuis ce sommet, il y a eu une légère correction, comme souvent après une montée aussi rapide. Évidemment, tous les yeux se sont rivés vers la paire ETH-BTC qui a enregistré sa meilleure performance hebdomadaire depuis bien des années. Ce genre de mouvement n'est pas anodin, si ça se trouve, c'est un signal que quelque chose est en train de changer dans la dynamique du marché. Et d'ailleurs, cette poussée d'Ethereum ne s'est pas faite dans le vide, elle est tout de même venue grignoter la dominance de Bitcoin, alors même que la capitalisation de ces derniers montait elle aussi. Parce que oui, même si Bitcoin reste en tête, avec une dominance autour de 65% début mai, Ethereum a réussi à faire reculer ce chiffre. On est passé de plus de 65% à un peu moins de 63% en quelques jours à peine. C'est subtil, mais c'est assez parlant quand même. Ça veut peut-être dire que les capitaux commencent enfin à se diversifier, que les investisseurs prennent plus de risques. Et souvent, c'est justement Ethereum qui ouvre la voie à la fameuse alt season que plus personne n'espère à ce stade. Il faut rester prudent, évidemment, parce que ce n'est pas qu'une histoire de liquidité. Et c'est pas impossible que ce soit un mouvement isolé. J'ai pas de boule de cristal comme d'habitude. En tout cas, ça n'a pas échappé aux analystes de Fidelity. Dans leur rapport Signals du premier trimestre 2025, ils ont noté que beaucoup d'indicateurs de court terme étaient dans le rouge pour Ethereum, mais que pour le moyen et pour le long terme, ça restait tout de même positif. Bien sûr, Bitcoin est encore très loin devant. Il aspire encore tous les capitaux et est de nouveau proche de son ATH à l'heure de l'écriture de cette vidéo. Au niveau des ETF, cette hausse soudaine d'Ethereum est aussi nuancée. Pendant toute la durée de ce run, les ETF spot sur l'Ether ont enregistré des sorties nettes, alors que les ETF Bitcoin, eux, ont enregistré des entrées. Ça va de pair avec l'appétit institutionnel qui reste, malgré tout, dirigé largement vers BTC. Mais bon, ceci étant, ce genre de hausse aussi soudaine n'arrive jamais par hasard. Si le prix de l'ETH s'est envolé ces derniers jours, c'est parce qu'il y a eu un alignement des étoiles en quelque sorte. On va commencer par le plus concret, la mise à jour Pectra. Pectra, c'est une des plus grosses updates qu'Ethereum ait connues ces dernières années. Déployée le 7 mai dernier, elle combine deux mises à jour majeures, Prague pour la couche d'exécution et Electra pour la couche de consensus. Je vais la faire courte, c'est une mise à jour qui touche à peu près tout le monde, de l'utilisateur en passant par le validateur. Le tout avec 11 améliorations techniques qui viennent transformer l'expérience des utilisateurs et la structure même du protocole. Parmi ces changements, il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre. Je parle bien évidemment de la tant attendue abstraction de compte. En gros, ça permet de transformer un wallet crypto en mini smart contract. On peut dorénavant y ajouter des fonctions d'automatisation, programmer des actions ou même récupérer son compte si on vient à perdre notre clé. Pectra permet même de payer des frais de transaction avec autre chose que des Ethers. Niveau adoption de masse, tout ça, ça se pose là quand même. Ça rend les choses beaucoup plus simples, plus flexibles et bien plus fluides. Et donc forcément, beaucoup plus accessible pour le grand public. Côté stacking, là aussi c'est du lourd. Le montant maximal d'ETH sur lequel un validateur peut toucher des récompenses a été multiplié par 64.
Maintenant, on n'est plus obligé de stacker 32 Ethers dans un validateur, la limite est fixée à 2048. Cette nouvelle feature concerne surtout les validateurs institutionnels, ou bien les exchanges par exemple, en gros, ceux qui ont une énorme quantité d'Ethers à stacker. Et franchement, ça va grandement leur faciliter la vie à bien des égards. Ça pose aussi pas mal de questions pour le futur du protocole, mais chaque chose en son temps, on en reparlera. Et enfin, il y a la partie scalabilité. Plus d'espace de données par bloc, donc plus de place pour les L2 qui vont pouvoir traiter encore plus de transactions, le tout pour encore moins cher. Bref, je vous refais pas tout le speech de Pectra, c'est vraiment une grosse mise à jour et elle était attendue de pied ferme par l'écosystème. Même si le marché n'a pas réagi à chaud le jour du déploiement, cette mise à jour a clairement envoyé un signal. Ethereum n'est pas en train de stagner, il évolue, il se renforce et il s'améliore. Et cette dynamique positive a peu à peu nourri la confiance du marché, et c'est probablement un facteur qui a aidé à l'explosion du cours de ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi un facteur externe, un changement d'ambiance globale de la macro qui a soufflé dans la voile d'Ethereum. Ces dernières semaines, les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine se sont calmées. Un accord partiel a été trouvé, les hausses de tarifs douaniers ont été suspendu, et tout ça, ça a redonné un peu d'air au marché financier. En parallèle, la réserve fédérale américaine commence à desserrer les dents. Je vous en parlais dans la dernière vidéo de toute façon. La macro commence à se calmer, l'orage gronde encore, mais le gros de l'ouragan semble passer, pour le moment. Et rien que ça suffit à provoquer de gros effets rebonds, particulièrement sur les actifs qui ont extrêmement sous-performé ces derniers temps. C'est le cas d'Ethereum justement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, Bitcoin a franchi la barre symbolique des 100 000 $ début mai, l'argent revient, l'appétit pour le risque aussi. On a même Coinbase qui a annoncé faire son entrée dans le S&P 500. On s'en rend pas compte comme ça, mais c'est le premier pure player crypto à entrer dans l'indice très fermé des 500 entreprises les plus valorisées aux États-Unis. C'est une étape majeure. On a aussi eu droit à une grosse suite de bonnes nouvelles venant des États-Unis. Par exemple, on a eu un assouplissement réglementaire assez marqué ces derniers temps, enterrant finalement la hache de guerre entre le gouvernement et les cryptos. Dites-vous que même le maire de New York lui-même a déclaré vouloir faire de sa ville la capitale mondiale des cryptos. Alors ça sera pas le premier à déclarer ça, mais bon quand même. Bon, maintenant que la poussière retombe un peu, la vraie question c'est est-ce que ce run de TH est le début d'une tendance plus marquée ou bien juste un sursaut passager? Et pour y répondre, faut un peu regarder vers l'avenir. D'abord sur le plan technique, Pectra n'est qu'une étape. Une grosse étape certes, mais pas une fin en soi. La prochaine grande évolution, c'est la mise à jour Fusaka. Prévue pour la fin d'année, cette update est déjà en chantier et une première amélioration majeure a été validée, le PIR DAS. Alors c'est un acronyme un peu barbare, mais l'idée elle est simple. Bougez pas, je vous explique. Aujourd'hui, Ethereum stocke certaines grosses données liées aux transactions en dehors de la blockchain pour éviter de la surcharger. On appelle ça des blobs. Ces blobs sont essentiels pour les L2 car ces derniers traitent beaucoup de transactions à moindre coût. PIR DAS permettra aux validateurs de ne télécharger qu'un petit échantillon de ces blobs pour vérifier qu'ils ont bien été publiés, au lieu de devoir tout récupérer. Résultat, on pourra augmenter la taille des blobs et réduire les coûts pour les L2, et faire gagner en efficacité tout l'écosystème. C'est un petit changement en apparence, mais il pourrait avoir un impact énorme sur la scalabilité du réseau. Évidemment, c'est qu'une petite partie de ce que promet Fusaka, qui dans l'idée est vraiment axé sur la scalabilité justement. Bref, sur le plan technologique, Ethereum continue de tracer sa route, et c'est une route ambitieuse qui vise à faire d'Ethereum non pas juste une plateforme parmi d'autres, mais l'infrastructure principale de toute l'économie décentralisée de demain. Et justement, certains gros poissons ne s'y trompent pas. Les RWA, c'est-à-dire la tokenisation d'actifs réels, a vraiment accéléré ces derniers temps. Les prémices de ce nouvel usage étaient un peu chaotiques, mais force est de constater qu'aujourd'hui, leur architecture commence à être bien en place. Et ça permet à des institutions comme Apollo de rendre des produits financiers traditionnels accessibles via la blockchain, de manière fluide et conforme. De la même manière, le fonds Buidel de BlackRock continue de grandir et de s'étendre. Très récemment, Vanek, le gros gestionnaire de fonds, a annoncé V-Bill en collaboration avec Securitize. Ce n'est ni plus ni moins qu'une exposition aux bons du trésor américain directement sur la blockchain Ethereum, entre autres. Vous l'aurez compris, les RWA sont un cas d'usage en pleine accélération et la roadmap d'Ethereum s'aligne totalement avec ses ambitions. Et là, on touche à quelque chose de fondamental. Ethereum commence à capter de la valeur venue de l'économie traditionnelle. On parle de centaines de millions, bientôt de milliards de dollars d'obligations, de parts de fonds et même d'immobilier qui sont représentés sous forme de tokens sur Ethereum. Ce phénomène est en train de créer une nouvelle passerelle entre la finance classique et la blockchain, et c'est Ethereum qui est en première ligne. Un autre point qu'on évoquait tout à l'heure, c'est au niveau des ETF spot. Sur Ethereum, pour le moment, le staking n'est pas d'actualité sur ces produits financiers, ce qui fait que mécaniquement, c'est pas très intéressant d'en posséder. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais imaginez que pour le moment, acheter un ETF spot sur ETH revient non seulement à payer des frais, mais en plus à se passer des revenus du staking. C'est la double peine, et c'est ce qui fait entre autres que les ETF Ethereum ne sont vraiment pas très attrayants pour le moment. Plusieurs émetteurs d'ETF avaient déjà proposé d'intégrer le staking à leurs offres, genre WisdomTree ou Bitwise par exemple.
Malheureusement, la SEC y allait un petit peu à reculons en allongeant toujours plus les délais. Très récemment, on a BlackRock qui s'en est mêlé. Ils ont rencontré la fameuse Task Force crypto de la SEC pour discuter de plusieurs sujets majeurs, dont justement le staking pour les ETF Ether. Le truc, c'est que on l'a vu avec les ETF spot sur Bitcoin. Quand BlackRock frappe à la porte de la SEC, souvent ils obtiennent ce qu'ils veulent. Alors si ça se trouve, c'est qu'une question de temps et on finira par avoir des ETF Ether vraiment attractifs. Couplé à l'augmentation de la limite de la taille des validateurs, peut-être que d'ici quelques mois, BlackRock deviendra le validateur principal de la blockchain de Vitalik Buterin, qui sait. On en a déjà parlé, tout ça, ça pose de grosses questions au niveau de la décentralisation et l'avenir d'Ethereum. Qu'est-ce qui se passera quand les principaux validateurs seront des entités américaines, bien régulées et bien conformes aux exigences de la SEC? Enfin bon, Vitalik de son côté, il avance, et justement dans un récent post sur son blog personnel, on apprend qu'il veut s'inspirer de la simplicité de Bitcoin pour scaler Ethereum. Oui, s'inspirer de Bitcoin. Ethereum veut devenir l'infrastructure numérique de référence pour la finance de demain, ça on le sait. Pour y parvenir, il faut que le réseau soit à la fois scalable et résilient. Et un élément souvent sous-estimé pour atteindre ces objectifs, c'est la simplicité du protocole lui-même. Aujourd'hui, d'après Vitalik lui-même, Ethereum est devenu trop complexe, surtout par rapport à Bitcoin dont la conception minimaliste reste un modèle d'élégance et de robustesse. Ethereum de son côté, il a empilé les couches techniques, parfois inutiles, ce qui complique le développement, augmente les coûts et les risques d'erreur. La vision de Vitalik à long terme, c'est de rendre Ethereum aussi simple et lisible que possible, en simplifiant à la fois la couche de consensus et la machine virtuelle qui exécute les smart contracts. Et justement, il voudrait remplacer la fameuse Ethereum Virtual Machine par RISC-V, une autre machine virtuelle. RISC-V, à la base, c'est un langage standard utilisé pour que les logiciels puissent parler au matériel informatique. Il n'a pas été conçu pour la blockchain, mais comme il est libre et modifiable, les développeurs crypto s'en sont emparés pour faire quelque chose de très puissant, des machines virtuelles bien plus efficaces que l'EVM actuel d'Ethereum. L'idée, c'est de gagner massivement en performance tout en simplifiant le code. On n'abandonne pas le passé, mais on déplace la complexité historique en dehors du cœur du protocole. Bref, des innovations pour le futur, il y en a à l'appel, encore faut-il que ça arrive un jour. Et jusqu'ici, on peut au moins leur accorder ça, les développeurs de la blockchain de Vitalik Buterin tiennent leurs engagements. Certes avec des retards, mais au moins ça fonctionne. Ethereum entame une transition culturelle et technique vers plus de lisibilité, de modularité et de longévité. Moins de complexité, c'est plus de sécurité, plus d'ouverture à la communauté et une base plus solide pour une adoption massive dans les années à venir. En tout cas, une chose est sûre, Ethereum revient sur le devant de la scène et on assiste peut-être à un retour en force de l'invention de Vitalik Buterin. Le réseau est en train de muer. Ce qu'on a sous les yeux, c'est peut-être juste une hausse de prix passagère comme on en a vu plein dans l'écosystème crypto, mais en coulisses, sa vision s'affirme. Et les choix d'aujourd'hui influenceront forcément la direction que prendra le protocole demain. Alors évidemment, il y a encore plein d'inconnus. Des défis techniques, des questions sur la gouvernance, sur la décentralisation, sur le rôle des institutions, et même sur le marché en fait, car lui-même il a beaucoup évolué. Malgré ça, une chose est sûre, Ethereum avance, lentement mais sûrement, et dans un marché qui aime les récits clairs, les signaux forts et les visions long terme, et ça compte. On verra bien si ce rebond marque le début d'un véritable regain d'intérêt pour la deuxième crypto-monnaie du marché, mais ce qui est certain, c'est que pour la première fois depuis longtemps, Ethereum a repris la parole. Et à ce rythme-là, il pourrait bien redevenir le cœur battant de la prochaine grande vague crypto. Et si vous voulez suivre tout ça de près, vous pouvez le faire avec nous en rejoignant notre canal Telegram d'actualité. On vous résume les dernières news en direct live et ça fait vraiment gagner un temps de fou. C'est totalement gratuit évidemment, je vous mets le lien en description. Si la vidéo vous a plu, laissez un like et abonnez-vous, pareil ça nous aide beaucoup. Et vous pensez quoi du futur d'Ethereum? Est-ce que vous avez profité de la hausse pour en racheter ou même pour en vendre? Dites-moi tout ça en commentaire, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi si vous avez des idées de sujets pour de prochaines vidéos, évidemment. D'ici là, on se dit à jeudi prochain. Bye.